Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Quatrièmement, une large concertation est engagée pour former un gouvernement. Demain, d'un coup de force, le porte-parole du Conseil national pour la démocratie annonçait sur ce même plateau du journal les couleurs d'une semaine mouvementée au Faso. Ce mercredi 16 septembre 2015, la transition burkinabé connaissait une halte brusque. S'ensuivent des journées de révolte populaire et syndicale, une résistance qui a coûté la vie à une dizaine de personnes. Et en mémoire aux victimes de ce coup d'État, autorités, parents et organisations de la société civile ont procédé à un dépôt de gerbes au cimetière municipal de Gunguin et sous une pluie battante, justice pour les martyrs et réparation pour les blessés ont été demandées. Dans l'actualité également ce soir, le Togo qui enregistre le soutien de 8 organisations de la société civile africaine. Parmi elles, le Ballet citoyen du Burkina qui est signataire d'une déclaration pour soutenir donc le combat de l'opposition politique togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. L'actualité ce soir est largement dominée par la commémoration de la résistance au putsch de septembre 2015. 2 ans après, le souvenir est vif et le devoir de mémoire obligatoire. Un dépôt de gerbes au cimetière où reposent les Burkinabés tombés pour la démocratie. C'était ce matin le compte-rendu avec Moussa Ouedraogo et Nyarki Teda. Le moment est symbolique, mais fort de sens. Ce matin au cimetière de Gunguin, gouvernement burkinabé, parlement, organisations de la société civile, militaires et paramilitaires exécutent, avec les parents des victimes, un devoir, le devoir de mémoire pour les martyrs du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. L'occasion pour nous tous, le peuple burkinabé, tout entier, de nous commémorer, de nous remémorer et de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur les champs de l'honneur il y a 2 ans. C'est l'occasion pour nous, tous les Burkinabés, des villes, des campagnes, de l'étranger, de se souvenir de ceux qui ont versé le sang, qui ont sacrifié leur vie pour sauvegarder la liberté, pour sauvegarder la démocratie. La forte pluie qui s'abattait sur la capitale burkinabé n'a entamé en rien cette volonté d'honorer le sang versé pour défendre la démocratie au pays des hommes intègres. Une défense assurée au péril de dizaines de vies pour lesquelles les parents attendent toujours justice 2 ans après. Depuis 2 ans, la justice n'a pas fait quelque chose pour nous. C'est le président de Faso qui a expliqué la semaine passée que la justice va commencer. Effectivement, ça a commencé avant-hier. On va voir la justice d'abord avant de parler. Il dit que ça doit porter le 26, non? On va attendre le 26 d'abord pour voir comment on va continuer. Il y aura la justice pour les martyrs. Il faut y croire, selon le chef de ce département, pour qui c'est une question de procédure. Le travail est en train d'être fait, que ce soit au niveau de la justice, au niveau du ministère en charge de l'action sociale, pour avoir une idée exacte du nombre de blessés. Et nous avons demandé à l'association des parents des victimes et aux blessés de nous donner la liste exacte pour que nous puissions les prendre en charge. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun blessé ne sera laissé de côté et aucun parent des victimes ne sera laissé de côté. C'est avec cette note d'espoir que l'assistance quitte Gunguin avec à l'esprit que le 3e anniversaire va connaître un autre sort, celui de l'appurement des dossiers judiciaires du putsch manqué du 16 septembre 2015. Et au nombre des activités commémoratives, il y a cette conférence publique. Elle est animée par ceux-là même qui ont directement vécu et lutté contre ce putsch. Le thème est le suivant: quels enseignements tirer de la résistance pour la consolidation de l'état de droit au Burkina Faso? Les échos dans ce compte-rendu de Roger Cam et Yolande Lompo. Lorsqu'un peuple est uni, il n'y a pas une seule armée d'élite qui puisse venir à bout de ce peuple. C'est du moins la conviction de l'un des conférenciers, Maître Batibie Benao. Le putsch du 16 septembre 2015 restera gravé dans nos mémoires et Chérif Si se rappelle encore de cette journée comme si c'était hier. J'ai ouvert une cérémonie dans cette salle
Et j'ai quitté cette salle vers 11h. Je suis arrivé à mon bureau. Et puis, même pas quelques heures après, il y a les ministres Rémi Danguinou qui ont commencé à appeler de gauche à droite pour savoir qu'est-ce qui se passait. C'est bien que nos organisations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient celles de la société civile et même le gouvernement, pensent en tout cas à faire une halte à des moments historiques comme ça de la marche d'un peuple pour que nous nous remémorions à la fois de nos martyrs, à la fois de nos victoires, de nos défaites. À l'occasion du 2e anniversaire de la résistance au putsch, insurgés, résistants et insurgés vont ensemble avec les 3 conférenciers du jour tirer les enseignements de cette résistance pour la consolidation de l'état de droit au Burkina Faso. Que ce soit au niveau de l'attitude des acteurs du putsch ou de celle des résistants, toutes ces questions seront débattues. Et l'un des enseignements que l'on peut tirer est que... Il y a comme une déception par rapport donc, à la gestion judiciaire du dossier que l'on considère comme ayant été anormalement long d'une part et d'autre part avec des incidents et des péripéties qui ont été vécus de part et d'autre et qui ont amené beaucoup de gens à douter sur la volonté réelle vraiment d'avancer véritablement dans ce dossier et faire en sorte que chacun soit situé sur son sort, que dans le respect des règles de droit, chacun puisse faire prévaloir ses prétentions devant le juge et qu'il dise ses prétentions bien ou mal fondées. À l'avenir, il faudrait selon eux continuer à inculquer au Burkinabé les valeurs d'attachement à l'état de droit et à la démocratie pour que pareille situation ne se reproduise. On sait que c'était un mercredi, on sait aussi que c'était en plein Conseil des ministres. Ce qu'ils ont compris plus tard, c'est la force de résistance du peuple burkinabé. Vous en saurez plus ou vous vous souviendrez de cette semaine qui a marqué l'histoire du Burkina avec Frédéric Etienne Bassenga. Du 16 au 23 septembre 2015, une longue et sombre semaine dans laquelle le temps s'est arrêté au Burkina Faso. Mercredi 7 septembre au palais de Kossiam, jour de conseil des ministres pour l'exécutif de la transition, le RSP fait irruption et interrompt le conseil. Le président Michel Kafando, Isaac Zida, son premier ministre, et 2 membres du gouvernement sont arrêtés et détenus. C'est tout un pays qui est alors plongé dans l'angoisse. S'agit-il d'un putsch ou d'une énième manifestation du RSP? Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Quatrièmement, une large concertation est engagée pour former un gouvernement. Ce que tout le monde redoutait vient ainsi de se confirmer. Le Conseil national pour la démocratie s'arroge le pouvoir sous la direction du général Gilbert Diendéré. Passé les moments de stupeur et de consternation, les citoyens prennent la rue. Pas question de cautionner ce coup d'arrêt donné à la transition. Et c'est parti pour plusieurs jours de violence dans les rues de Ouagadougou. Course-poursuite, bastonnade, la liste des victimes ne fait que s'allonger. Et pour trouver une issue à ce triste épisode, la communauté internationale se mobilise au-delà des condamnations verbales. La CEDEAO dépêche les présidents Macky Sall et Yahi Boni. Le dialogue est établi. Nous sommes le vendredi 18 septembre. Les hémisphères de la CEDEAO entament tout de suite les négociations à huis clos. Ils rencontrent Michel Kafando, libéré le jeudi soir déjà, puis le général Diendéré, les acteurs politiques, le RSP et les OSI. Le samedi 19 septembre, Yahi Boni entre chez lui en annonçant une bonne nouvelle pour le jour suivant. Le lendemain, Macky Sall annonce la soi-disant bonne nouvelle qui n'est nul autre qu'un projet de protocole d'accord qui fait la part belle aux exigences des putschistes. La colère de la rue s'intensifie alors, la lutte se durcit. Côté syndicat, une grève générale est décrétée. Entre colère et indignation, les populations de l'intérieur du pays exercent même une pression sur l'armée régulière pour intervenir. Leurs voix seront entendues. Le 21 septembre,
La majorité des unités militaires de l'intérieur du pays convergent des régions vers la capitale. Dans la foulée, elle donne un ultimatum au RSP pour qu'il dépose les armes. La tension est vive, les Burkinabés se préparent au pire. Voyant certainement que la cause était perdue, le RSP sollicite la signature d'un accord sous l'égide du Moro Naba pour déposer les armes sans combattre. L'accord est signé le même jour dans la soirée. Le plus gros tort a été d'abord de faire ce putsch, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de démocratie, on ne peut pas se permettre encore de faire des actions de ce genre. Mais enfin, cela s'est passé, c'est du temps perdu, je le reconnais, c'est des moyens perdus, je le reconnais, c'est des vies humaines perdues, je le reconnais. Le 23 septembre, Michel Kafando est remis en selle, mais le pays est meurtri. On dénombre 14 morts. Et plusieurs dizaines de personnes affectées. Pour soutenir ces blessés, le gouvernement prenait alors un ensemble de mesures sociales. Environ 125 millions de francs CFA ont été mobilisés entre 2015 et 2016 pour la mise en œuvre de ces mesures, lesquelles sont unanimement saluées par les structures associatives. Elles notent tout de même quelques insatisfactions. Adama Guiti et Maïmouna Traoré, reportage. L'assistance et l'accompagnement du gouvernement aux blessés et familles des victimes du coup d'État manqué de septembre 2015 a pris en compte plusieurs volets. Une prise en charge sanitaire des blessés, un soutien financier aux ayants droit des victimes, un soutien social aux veuves et veufs dans les domaines de l'emploi et du logement et un appui pour la scolarité des orphelins. L'assistance a aussi été alimentaire. De 2015 à 2016, environ 125 millions de francs CFA ont été mobilisés. Le logement a été, c'est vrai, attribué, construit, mais des réflexions qu'on devait faire. Donc le gouvernement a commencé à faire ça. Mais à ce niveau, nous on a dit que c'est vrai, il y a 8 familles qui ont eu le logement, mais en tout, c'est 42 familles qui sont concernées pour l'insurrection et pour le coup d'État. Donc il serait intéressant qu'on élargisse, n'est-ce pas, la mesure à toutes ces familles-là. Voilà. En ce qui concerne la scolarité, ça c'est effectif. Chaque année, il y a de l'argent qui est donné pour la scolarité des enfants. Pour les emplois, il y a 3 veuves qui ont été intégrées à la fonction publique. Malgré cette batterie de mesures, certains blessés et personnes affectées souffrent encore le martyre 2 ans après l'événement. C'est le cas d'Amadé Zonou. Cet étudiant qui a bénéficié d'une évacuation en Tunisie n'est toujours pas rétabli. Sincèrement, jusqu'à présent, l'état de santé, je vis toujours avec la douleur. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Ils ont enlevé juste les 2 balles. Voilà, mais le problème des nerfs persiste toujours. Voilà, ça fait toujours très mal. Et il y a le puits qui s'enfle quotidiennement. Amidou Sawadgo dit traîner encore avec une balle dans l'abdomen. Ça ne va pas, sans retourner. J'ai bénéficié de soins d'urgence, mais ça ne va toujours pas. Je souffre à cause de la balle logée dans l'abdomen. Je ne peux même pas faire un effort physique. Et selon le président de l'association des blessés du coup d'État manqué, la BCE 16, sur les 183 membres, plus de 90 attendent désespérément des soins. 19 personnes ont suivi des séances de kinésithérapie. L'état de santé ne va pas malgré les séances de kinésithérapie. Il y a en plus de tout cela 6 personnes qui portent toujours des balles dans leur corps. Il y a moins de 3 semaines, on appelait juste pour donner une information, pour une rencontre. On appelait quelqu'un, c'est son patron qui a décroché pour dire que le monsieur n'est plus. Les 2 personnes en toute honnêteté qui ont fait les interventions, j'estime que leur état de santé, ça va. De l'avis du président de l'association des parents des victimes du coup d'État manqué, des efforts sont faits par le gouvernement, mais de nombreuses familles affectées broient du noir. Les familles des victimes souffrent. Certains croient que les responsables de l'association ont un fonds pour leur prise en charge. Souvent, nous sommes obligés de cotiser pour gérer les cas graves de maladie. Nos demandes de soutien dans certaines structures sont restées sans réponse.
El Hadj Aboubakar El Nogo remercie le président du Faso qui a instruit le gouvernement afin qu'une prise en charge alimentaire et sanitaire soit apportée aux ayants droit des victimes. Il y a également de l'espoir pour les blessés non encore établis. Selon le ministère en charge de l'action sociale, la question des soins de réhabilitation est en cours de traitement par le ministère de la Santé. De la patience, c'est ce que demande le commissaire du gouvernement Alioune Nzaré pour que justice soit faite. Il table pour un jugement imminent dans le cours du mois d'octobre. Le dossier judiciaire de putsch manqué en chiffres, ce sont 107 personnes inculpées, 108 témoins et 16 chefs d'accusation. Le point avec Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Abiré. 2 ans après les faits du coup d'État manqué de septembre 2015, les choses se précisent au tribunal militaire. Et selon le commissaire du gouvernement près la juridiction d'exception, ces documents ici exposés sont le fruit des investigations et instructions du dossier dit ministère public contre le général Gilbert Diendéré et compagnie. Ils font état d'une inculpation de 107 personnes, dont 70 militaires et 37 civils. Et selon Alioune Nzaré, le parquet militaire tient aujourd'hui tous les éléments pour aller vers le procès. En réalité, le parquet, nous sommes prêts. Depuis que nous avons pris nos réquisitions, que nous avons transmis au juge d'instruction depuis le 5 juin 2017. Ça veut dire que nous, au niveau du parquet, nous avons pris nos réquisitions. Donc ça veut dire quoi? À partir d'un principe du 5 juin, si on disait au parquet de monter l'audience à tout moment, nous sommes totalement prêts. Mais avant d'y arriver, il faut vider les querelles de procédure et donner le temps aux avocats des inculpés de prendre connaissance du dossier en vue d'un procès équitable, d'où le renvoi des audiences du 14 et du 15 septembre dernier. En demandant le renvoi lointain de l'audience pour statuer sur les appels interjetés, certains avocats voulaient venir encore demander la suspension pure et simple en attendant que le Conseil constitutionnel vide sa saisine. Mais nous avons dit non, on fait d'une pierre deux coups. Nous suspendons et nous restons enfermés dans les délais de la haute juridiction qui est le Conseil constitutionnel. Mais il faudrait quand même que nous acceptions que pour une bonne administration de la justice, que lorsque une des parties au procès soulève des inquiétudes, il appartient au président d'en décider. Il est entendu que le ministère public, nous sommes partis à l'audience. Le président de la Chambre en a décidé que le 24, on reprend l'audience. Donc le parquet se plie à cela. Dès ces saisines vidées, le jugement du dossier dit le général Gilbert Diendéré et compagnie devrait intervenir dans les mois à venir. Puisqu'il faut quand même qu'ils comprennent tout le dossier avant d'aller à l'audience. Et pour permettre au parquet, puisqu'ils disent aussi qu'on doit toujours les faire, on doit donc les adresser une lettre missive, nous avons envoyé des citations aux inculpés, on a fait donc les ordres d'extraction. Et nous allons donc reprendre ces citations-là pour que le 6 octobre, on puisse passer effectivement à la mise en accusation des 107 là, afin que nous puissions avoir l'arrêt de renvoi pour aller au jugement. Plaira à Dieu d'ici la fin de l'année ou en début 2018. Et Alioune Nzaré de rassurer les populations quant à l'aboutissement du dossier dans l'intérêt des parties prenantes. Nous invitons donc tous nos concitoyens qui sont intéressés dans cette procédure et toute la population de croire vraiment en nous. La procédure que nous avons reçue cette fois-ci était une procédure non seulement était très lourde, était très complexe. Nous avons monté une copie du dossier, vous avez vu son volume. Ce travail a été abattu pratiquement en 2 ans. Nous estimons que le rythme de travail quand même est satisfaisant. Et nous estimons que d'ici là, nous irons donc au procès pour que les victimes, enfin, puissent savoir que justice les a été rendue. Et nous demandons de croire à la justice parce que nous faisons de notre mieux pour que le dossier aille vite, dans le respect naturellement des règles de procédure qui s'imposent à nous. Les 107 inculpés devront répondre de 16 chefs d'accusation. Le parquet militaire retient contre eux, entre autres faits, le crime contre l'humanité, le terrorisme,
la trahison et la détention illégale d'armes et de munitions. Le coup d'État perpétré en septembre 2015 par le général Gilbert Diendéré a fait 14 morts et plus de 250 blessés. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la commémoration de l'an 2 de la résistance au putsch de 2015. Et puis, avant de poursuivre ce journal, ce communiqué de presse, le président du Faso à la 72e Assemblée générale de l'ONU à New York, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part à partir du 17 septembre 2017 à New York à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur le thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». À la tribune des Nations Unies, le président du Faso prendra la parole le jeudi 21 septembre pour décliner les grands axes de sa politique de développement et donner sa vision sur les grandes questions de l'heure concernant l'Afrique et le monde. Et en marge du débat général sur le thème de la session, le chef de l'État a été désigné pour participer au lancement de l'ouvrage publié par le PNUD sur les inégalités de revenus en Afrique subsaharienne. Le président du Faso participera également à la réunion de haut niveau consacrée à la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, suivi de la présentation du cercle de dirigeants désignés leaders dans la lutte contre ces abus. Autre rencontre majeure à laquelle prendra part le président du Faso, la manifestation de haut niveau de l'Union africaine intitulée tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. On peut également noter que dans l'agenda du président Roch-Marc Christian Kaboré, il est prévu sa participation à plusieurs autres activités, dont la table ronde organisée par Atlantic Council, la réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire au Sahel et le Forum mondial des affaires Bloomberg Global Forum. Au chapitre des audiences, le chef de l'État s'entretiendra avec plusieurs personnalités, dont le secrétaire général de l'ONU et le président de la République française. C'est un communiqué signé de la direction de la communication de la présidence. La suite du journal nous conduit sur la place des nations de Ouagadougou. Le CAR, le citoyen africain pour la Renaissance, a sonné la mobilisation contre le franc CFA. Le meeting de protestation tenu ce matin avait un message, celui d'une mobilisation de la jeunesse africaine pour mettre fin à la France-Afrique. Adama Giti, Tanga Kafando. L'endroit choisi n'est pas anodin. En face de la représentation nationale de la BCEAO, ces manifestants contre le franc CFA affichent clairement leur message, non au franc CFA. Et ni la fine pluie, ni la grisaille n'ont eu raison de leur engagement. Pour nous, l'objectif c'est de d'abord dire non à la France-Afrique. Non à la France-Afrique. Nous ne voulons plus de ça en Afrique, nous ne voulons plus de ça au Burkina, nous ne voulons plus de ça dans nos États. Nous ne voulons plus de franc CFA comme monnaie pour nos États. Nous voulons une monnaie pour nous, une monnaie logée dans nos propres banques, une monnaie fabriquée par les Africains et pour les Africains. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, pour réaffirmer notre engagement à notre indépendance monétaire. Hervé Ouattara du CAR, le citoyen africain pour la Renaissance et les autres mouvements de jeunesse, disent être conscients que la route est longue et que seule la détermination leur permettra de gagner le combat. Il y a des valeurs locaux aujourd'hui qui font tout, des pieds et des mains, pour défendre cette monnaie. Il y a des gens qui font des efforts pour faire comprendre à l'opinion que cette monnaie marche. Mais n'oubliez pas que les peuples africains ne sont plus dupes. Nous avons pris conscience de la mesure, de notre responsabilité et du défi à relever. Et nous savons également qu'un pays qui n'a pas sa monnaie n'est pas un pays indépendant. Créé en 1945, le franc CFA est utilisé dans 15 pays d'Afrique, dont 8 de l'UEMOA et 7 de la CEMAC. Et depuis un certain temps, le débat sur cette monnaie ne cesse de s'amplifier avec l'activiste franco-béninois Kémy Séba, qui a brûlé le 20 août dernier un billet de 5 000 francs CFA en guise de protestation, ce qui lui a valu une expulsion du Sénégal. Elles viennent de la sous-région ouest-africaine avec un même but, définir une stratégie efficace contre la montée de l'extrémisme violent. Les femmes prêcheuses et coutumières ayant en commun la région du Sahel échangent à Ouagadougou un symposium pour barrer la route au terrorisme. Pawan Drogo, Jean Zongo et Maxime Zongo nous en disent plus.
Enlèvement, viol, mariage forcé, esclavage sexuel et bien d'autres, autant de traitements cruels et inhumains dont sont victimes les femmes par ces temps de recrudescence du terrorisme. Face à l'ampleur du fléau, elles sont de plus en plus nombreuses à monter au créneau. Participe de ce sursaut d'orgueil l'organisation de ce symposium. Dans tous nos pays, nous sommes menacés. Et cette paix est sérieusement menacée. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Elles sont venues pour échanger ensemble, partager les expériences et voir ensemble quelles stratégies concrètes elles peuvent dégager pour pouvoir être actifs sur le terrain dans le sens de la sensibilisation, pour pouvoir aussi jouer leur rôle en tant que leaders dans leur communauté. Ce symposium de femmes leaders d'opinion a alors pour objectif principal de prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation sous toutes ses formes. On est là pour appuyer justement les femmes et à les incentiviser comme on peut à prendre un rôle encore plus actif, que ce soit politique, que ce soit dans les forces de sécurité, à tout niveau, justement pour représenter les femmes et pour qu'elles soient vraiment acteurs et non pas victimes ou acteurs passifs dans cette situation qui malheureusement grandit. Venues du Mali, du Niger et du Burkina, ces femmes leaders échangeront 2 jours durant autour des enjeux de l'extrémisme violent et ses manifestations. Elles partageront les expériences locales et proposeront des stratégies qu'elles estiment efficaces. Dans la suite de ce journal, nous parlons de Warantage, un crédit qui se présente comme une réponse à un meilleur accès des services financiers pour les petits agriculteurs. Une stratégie nationale sur le Warantage est en cours de validation. Les enjeux de cette démarche initiée par le ministère en charge de l'agriculture et ses partenaires dans ce reportage signé de Issa Kafando et Zoubaviel David Dabiré. Ces acteurs intervenant dans le domaine de l'agriculture et ceux de la société civile élaborent ici des stratégies pour moderniser le Warantage communautaire. Des stratégies qui permettront de favoriser le financement de l'agriculture et l'accès des crédits aux paysans. Vous savez que les producteurs, en fin d'année, ont des récoltes. Il s'agit de pouvoir mettre ces récoltes-là en un lieu sûr, moyennant une certaine somme d'argent et pouvoir récupérer au bout du compte ce qu'ils ont placé. Alors cela se fait par le biais des banques locales, des banques traditionnelles. Depuis longtemps, il est pratiqué le warantage communautaire. Et après quelques études, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'engouement dans ce secteur-là. Il est tout à fait normal que le ministère essaye de le moderniser. C'est ainsi qu'une étude a été commanditée avec l'appui de notre partenaire AGRA pour élaborer une stratégie nationale. Les acteurs font donc l'espoir que la redynamisation de cette forme de garantie permettra de booster l'agriculture. Du reste, la stratégie s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, dont le but est d'assurer la sécurité alimentaire. Si vous êtes abonné au réseau de la Sonabel, vous pourriez faire partie des 500 000 ménages sélectionnés pour expérimenter l'éclairage à lampe LED. Le ministère de l'Énergie va procéder dans les prochains mois à une distribution et une installation gratuite d'1 500 000 lampes LED. Le département a dans le viseur une réduction de la demande énergétique. Les détails avec Roger Cam et Nathalie Savadogo. Réduire la consommation de l'électricité au Burkina Faso, une préoccupation pour le gouvernement. Pour relever le défi, il décide dans les mois à venir de distribuer gratuitement 1 500 000 lampes LED en remplacement des lampes fluorescentes au profit des ménages abonnés au réseau de la Sonabel et dans une partie des bâtiments de l'administration publique. Au total, 500 000 ménages des 13 régions du pays recevront chacun à peu près 3 lampes LED. Il est prévu pour la première phase de l'opération, pour le compte de l'année 2017, l'installation de près de 395 000 lampes sur l'ensemble du territoire national. Un rapport sur la stratégie adoptée pour opérationnaliser la distribution
et l'installation de 1 500 000 LED sera soumise à un conseil des ministres. Cette nouvelle technologie va permettre de réduire considérablement les charges de pointe du soir, fortement influencées par l'éclairage des ménages, et limiter les coupures d'électricité. La stratégie, c'est d'abord dans un premier temps de changer toutes les lampes fluorescentes. Dans une lampe fluorescente, vous avez le tube à ballast et vous avez le starter. Et la transition vers les lampes LED, ça veut dire qu'on court-circuite ces deux composants qui consomment. Mais l'efficacité dit quoi? Ça veut dire que pour le même rendu de luminosité, vous avez une consommation moindre. Selon le secrétaire général du ministère de l'Énergie, la transition vers cette nouvelle technologie, premier du genre au Burkina Faso, va permettre de réduire la puissance demandée de 20 MW avec un investissement différé pour le renforcement de la capacité de production de la Sonabel d'environ 20 milliards de francs CFA. Toutefois, il rassure que ces lampes seront commandées directement à l'usine et seront testées avant distribution. Un comité de suivi sera mis en place pour la supervision de l'ensemble du travail. Une jolie note positive à présent. Elsa Mélène Ouedraogo est la meilleure élève au bac session 2017. Elle est née il y a tout juste 17 ans et fait la fierté de ses parents. Avec une moyenne de 17,38 sur 20, Elsa a décroché son premier diplôme académique avec brio. Faisons plus ample connaissance avec la meilleure bachelière du Burkina. C'est avec Ismaël Saturnin Paré, Bilidou Bazongo et Ahadi Sandamba. Aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est le moins que l'on puisse dire à l'égard de cette jeune fille, Elsa Mélène Ouedraogo. Candidate au baccalauréat, session 2017, Elsa, à 17 ans, ne s'est pas contentée de décrocher son diplôme, mais elle l'a fait avec brio. Sur cette attestation de succès et ce relevé de notes, le constat est probant. La candidate Ouedraogo, ou le Matou Rakieta Mélène Elsa, elle a répondu au numéro PV 55909 dans la région des Hauts-Bassins. Elle a postulé pour le bac série D. Et elle a eu 17,38 de moyenne. Elle est la meilleure au plan national pour toutes les séries de baccalauréat confondues. Je m'attendais à plus même, dans les 18 de moyenne. Puisque en classe, il y avait une moyenne annuelle de 17,55. Les bonnes habitudes, Elsa Ouedraogo les a intégrées depuis l'enfance. Et ses qualités intellectuelles semblent bien évidentes. À l'école, après les cours, quand je reviens à la maison à midi, je me repose un peu, je mange et je révise un peu les cours du soir. Les jours où il n'y a pas cours le soir, je fais mes exercices. Très tôt, j'avais su déjà qu'elle avait une capacité, en tout cas, d'apprendre. Elle joue en avance. Quand tu vois, elle vient, elle étudie, ce qu'elle étudie là, peut-être à 2 chapitres, 3 chapitres près. Voilà. Et quand tu lui demandes ce qu'elle est en train de faire, elle comprend. Or, ils ne sont pas encore arrivés à ce chapitre-là. Dans sa 6e, on nous a proposé de la faire sauter la 5e. Mais quand elle est partie, je pense que le premier trimestre déjà, elle avait 18 de moyenne et quelques. Le deuxième avait 14 de moyenne. Bon, je pense qu'elle était déjà dans le tempo. Bon. Élève du collège de Tounouma de Bobo-Dioulasso, Elsa Ouedraogo, à l'image de son résultat du baccalauréat, a toujours fait parler d'elle. Depuis sa classe de seconde, je la tenais. Chaque fois, elle est première de sa classe. Et juste après la proclamation des résultats du baccalauréat, j'ai appelé l'élève en question pour m'acquérir de ses résultats. Et voici la réponse qu'elle m'a donnée. Monsieur, je pouvais faire mieux. Pour dire que les 17,38 de moyenne qu'elle a eu là, pour elle, elle estimait qu'elle pouvait avoir plus que ça. En classe de 4e, quand je l'ai connue, c'était d'abord la concurrence, puisqu'elle a sauté la 6e et la 5e, et puis elle est venue prendre la tête. Donc au début, bon, on n'était pas trop camarades, mais après, au fur et à mesure, je vois que ses notes étaient constantes. J'ai vu que ce n'était pas la peine de continuer à faire en quelque sorte une guerre. C'est mieux de sympathiser. Lauréate à l'émission Tableau d'honneur TH en 2014, Elsa Ouedraogo, à travers ses qualités intellectuelles, attire l'attention de bien des personnes. Des élèves qui ont été identifiés à travers cet événement Tableau d'honneur se trouvent aussi en train d'étudier à Maastricht, se trouvent aujourd'hui en train d'étudier aux États-Unis, à Google Industries,
et j'en passe. Alors cela permet au Burkina Faso de ne pas être en reste dans la compétition mondiale pour ce qui concerne l'excellence. L'ambition est désormais grande pour la future étudiante, pour qui une nouvelle vie va commencer. Bénéficiaire d'une bourse d'études pour le Canada, Elsa Ouedraogo, à l'instar de son père, entend entamer des études en génie civil. Et on ne peut que lui souhaiter le meilleur. Et eux donnent le meilleur d'eux-mêmes, ce qui leur a valu un ticket pour prendre part au Festival du cinéma africain de Kouribga. Les artistes plasticiens burkinabés exposent leurs œuvres dans cette ville marocaine, des tableaux qui côtoient aisément d'autres venus de toute l'Afrique. C'est le sujet culture de ce journal et il est signé Martin Ouedraogo et Mireille Carole Tougma. Le gouverneur de la ville de Kouribga, en admiration devant le tableau du peintre et artiste burkinabé Casimir Bationo. À cette 20e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga, l'art plastique occupe une grande place. Une cinquantaine d'œuvres d'une trentaine d'artistes exposées à la médiathèque de la ville. L'art plastique fait partie du cinéma. Lorsqu'on imagine quelqu'un qui veut prendre le cinéma, il faut prendre l'art plastique, il faut analyser un tableau. Le tableau représente la sérénité, la cohérence, l'existence de l'Afrique. Et dans cette exposition, c'est l'Afrique qui est comptée. Il y a vraiment de la créativité parce que vous pouvez même constater en parcourant la salle qu'il y a vraiment une grande diversité. Donc il y a plusieurs tableaux, presque tout le monde utilise de la peinture, mais ils ne les appliquent pas de la même manière. Cela montre déjà qu'il y a, disons, une ascendance. Les tableaux des Burkinabés, Casimir Bationo et Seydou Diko, sont présentés aux visiteurs tout au long du festival, aux côtés des œuvres d'autres pays comme le Rwanda, le Congo ou le Maroc. En sport, le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Burkina tient une formation au profit de ses membres. La dite formation marque par ailleurs le lancement des activités du nouveau bureau de la structure. Quels sont les contours de cette session? Réponse avec Rasmane Zoundi et Bangba David Kafando. Permettre aux journalistes sportifs de mieux cerner la matière première informative pour bien rendre compte, analyser, critiquer et informer le public. Tel est l'objectif de cette formation. Parler de sport exige des connaissances spécifiques et la plupart des journalistes sportifs n'ont pas de formation de base de sport. La formation sur les disciplines sportives est donc un impératif pour ces journalistes sportifs venus de toutes les régions du Burkina. Pour le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, AGSB, l'horizon et l'orient de ses activités, c'est la quête de l'excellence de ses membres. Cela passe par la meilleure gestion des ressources humaines. En plus de maîtriser les connaissances purement journalistiques, il faut que le journaliste sportif puisse connaître aussi les règlements des différentes disciplines sportives. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde, et c'est pour permettre à nos membres d'avoir des bagages nécessaires pour la pratique de leur métier que nous avons initié cette formation-là. Nous avons aussi parlé du rôle du journaliste dans une course cycliste. C'est quelle information il doit donner. Nous avons essayé d'aborder les règlements généraux et bien sûr de la discipline cycliste dans son ensemble. Cette session de formation est le fruit de la collaboration entre la JSB et le Comité national olympique des sports burkinabé, Sionos B. 4 disciplines sportives sont au programme: le taekwondo, le karaté, le handball et le cyclisme. Hors de chez nous, des OSC africaines marquent leur soutien au combat de l'opposition politique togolaise. Le Ballet citoyen du Burkina fait partie des 8 organisations de la société civile signataires d'une déclaration commune de soutien. Outre le projet de réforme constitutionnelle validé en commission à l'Assemblée nationale, l'opposition togolaise exige le départ du président Faure Gnassingbé. L'opposition togolaise reçoit le soutien de la société civile africaine. Alors que l'heure est à l'examen de l'avant-projet de loi du gouvernement sur les réformes constitutionnelles revendiquées par l'opposition,
8 organisations de la société civile viennent de signer une déclaration commune pour soutenir le combat de cette partie de la classe politique togolaise qui exige en outre le départ du président Faure Gnassingbe au pouvoir depuis 2005. Parmi elles, des mouvements réputés tels que le Balai citoyen du Burkina Faso, Y'en a marre du Sénégal, Iyina du Tchad ou encore la Lucha en République démocratique du Congo pour qui la mobilisation de l'opposition togolaise contre le pouvoir ces dernières semaines s'inscrit dans un vaste courant qui traverse tous les peuples d'Afrique. Quelques leaders de ces associations appellent ainsi la communauté internationale et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest en particulier à soutenir les aspirations démocratiques du peuple togolais pour éviter une répétition des scénarios observés dans d'autres crises sur le continent. La plupart des partis d'opposition du pays réclament depuis plus de 10 ans des réformes constitutionnelles pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Merci d'avoir suivi ce journal largement dominé par la commémoration de l'an 2 du putsch manqué de septembre 2015. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Cibaria kura filɛ nin ye kosɛbɛ aw ye nafa fila de sɔrɔ ni Onatel ka kit kuran ye ni o ye kit double extra ye. Kit double extra o ye kit fila de ye ni o sɔngɔ o darasi cɛmɛ de ye ni nafa barakaman bo o la kabini sisan aw ye kit double extra ni ta ni a bɛ kɛ sababu ye aw ka nafa sɔrɔ aw bɛ bonus barakaman de sɔrɔ ni o ye 500% de bonus ye aw bɛ ni cɛmɛ bonus ye